Donc, je vais vous parler donc, de l'équation de Dirac sur les variétés à symétrie sphérique. Donc, je vais expliquer ce que c'est qu'une variété à symétrie sphérique, donc pas de problème. Et surtout, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que l'équation de Dirac dans un espace-temps qui va être courbe. Et donc ensuite, regarder quelles sont ses particularités sur des variétés donc, à symétrie sphérique. Alors, ce n'est pas très compliqué comme notion, il faut juste penser qu'on a une variable radiale et puis une variable angulaire qui se comporte. Donc la variable radiale a sa géométrie et la variable angulaire se comporte exactement comme la sphère de dimension 2. Donc je vais même commencer par faire une introduction sur l'équation de Dirac dans l'espace plat, c'est-à-dire dans la métrique de Minkowski. Et ensuite, ça va me permettre de donner deux résultats. Donc, ils sont en collaboration avec Federico Cacciafesta, qui est à l'Università di Padova, et donc il va y avoir deux résultats donc, de dispersion. Le premier de dispersion donc, sur l'équation de Dirac linéaire donc, dans les variétés à symétrie sphérique, et le deuxième qui va être une application des inégalités de dispersion, en l'occurrence des inégalités de Strickart, pour le problème de Cauchy semi-linéaire, donc le problème du caractère bien posé local en temps. J'expliquerai quelles sont les difficultés aussi pour atteindre le caractère globalement bien posé. Okay. Donc, je vais commencer par présenter l'équation de Dirac sur l'espace plat. Donc, l'équation de Dirac, elle s'écrit, elle modélise l'évolution libre d'une paire électron-positron. Et elle s'écrit de la façon suivante. Donc, j'écris toujours en sommation implicite. Donc, les I gamma mu d mu U égale mu, où m, c'est un paramètre réel qui va être la masse de l'électron. U, c'est une fonction qui va de R1 plus 3, donc 1 pour le temps et 3 pour l'espace, et qui arrive dans C4. Donc c'est un champ vectoriel et pas un champ scalaire. Et donc les conventions, donc gamma mu, pardon, c'est une matrice 4-4 valeur dans C. Et donc mes conventions sont que D0, c'est la dérivée partielle temporelle, et les dérivées partielles spatiales sont D1, D2, D3. Donc, voilà. OK. Alors, donc, les matrices gamma 0 et gamma mu doivent satisfaire un certain nombre de choses pour pouvoir être un bon candidat à la modélisation de l'évolution libre d'une paire électron-positron. Donc, la matrice gamma 0 doit être auto-adjointe. Et les matrices gamma J, donc toutes celles qui ont un indice spatial, elles doivent être anti-hermitiennes. OK, donc c'est des matrices de N4 dans C. Alors, la partie qui est assez importante, c'est qu'elles doivent satisfaire des relations d'anticommutation, c'est-à-dire que l'anticommutateur de gamma mu et gamma nu doit être égal à 2 états mu nu, avec état qui est la métrique de Minkowski. Donc ici, j'ai pris la convention suivante, c'est qu'elle va... Donc c'est une matrice diagonale qui va mettre 1 sur le temps et moins 1 sur les variables spatiales. Donc on a cette relation d'anticommutation. Alors, c'est un bon modèle pour l'évolution libre d'une paire électron-positron pour les raisons suivantes. D'abord, c'est une équation de Schrödinger, dans le sens où elle s'écrit IDTU égale HU, avec H un opérateur auto-adjoint. Donc ici, H, c'est gamma 0 M, moins I, gamma 0, gamma J. Alors comme on a les relations d'anticommutation sur gamma 0 et gamma J, et qu'on a le fait que gamma 0 soit auto-adjoint et gamma J soit anti-hermitien, on récupère bien que cet opérateur est auto-adjoint. Et en fait, donc, il y a plusieurs choix pour les gamma. Le fait de spécifier leurs relations d'anticommutation ne les fixe pas. Mais on verra ce qu'on peut dire par contre de ça. Mais le choix standard pour ces matrices, c'est le suivant. C'est que donc, gamma 0, donc, je les ai écrits par bloc. On l'appelle aussi bêta. Et je les ai écrits par bloc de 2. Donc il y a l'identité en dimension 2 et moins l'identité en dimension 2 sur la diagonale. Et gamma J, elle s'écrit comme bêta fois une matrice donc, qui s'écrit par bloc comme 0, sigma J 0, où les sigmas sont les matrices de Pauli. Donc les matrices de Pauli sont aussi celles qui vérifient des relations d'anticommutation
assez importantes. Donc, elles s'écrivent de la façon suivante. Donc, sigma 1 est 0, 1, 1, 0. Sigma 2 est 0, moins i, i 0. Et sigma 3 est 1, 0, 0, moins 1. Donc, en particulier, elles sont bien auto-adjointes. OK. Donc, ça, c'est une première partie, le fait que ce soit une équation de Schrödinger qui fait que c'est une équation de la mécanique quantique. Donc, c'est un premier bon point pour voir que c'est un bon modèle pour l'évolution libre des électrons. Alors, oui, donc juste une dernière chose, c'est que dans cette représentation, donc avec ce choix-là pour les gamma, en fait, on peut donner une intuition aux 4 composants. Donc, U, c'est un vecteur de U à t et x fixé, c'est un vecteur de C4. On peut donner une interprétation à chacun de ces 4 composants. Son premier composant va modéliser un électron de spin up, le deuxième un électron de spin down, le troisième un positron de spin up, et le quatrième un électron de spin down. Alors, en écrivant cette équation, en fait, ça a été la première prédiction de l'antimatière, donc faite par Dirac, au moment où il a essayé d'écrire son équation. Donc, quelque chose d'aussi qui est très important, c'est que j'ai dit que c'était ce qui modélisait l'évolution libre d'une paire électron-positron, mais avec des corrections relativistes. Donc, pour que ce soit cohérent avec le fait qu'il y ait des corrections relativistes, l'équation doit être covariante. Ça veut dire qu'elle doit être invariante sous l'effet des changements de référentiel qui sont relatifs à la relativité spéciale, à la relativité restreinte, pardon. Donc, ces transformations, elles sont de deux types. D'abord, il y a juste les translations d'espace-temps. Donc là, il n'y avait rien qui dépendait de x ou de t dans l'équation, donc il n'y a pas de problème avec le fait qu'elle soit invariante par translation d'espace-temps. Mais elle doit être aussi invariante sous l'effet des transformations linéaires qui vont préserver la métrique. Donc on veut que la métrique de Minkowski reste la métrique de Minkowski, l'orientation et la causalité. On ne veut pas que la flèche du temps change de sens. OK. Donc ces transformations linéaires, on les écrit en général SO, indice O, 1, 3. Donc c'est la composante connexe de l'identité de SO de 1, 3. Alors O de 1, 3 parce qu'on veut préserver la métrique, SO de 1, 3 parce qu'on veut préserver l'orientation, et le petit indice, c'est celui qui dit qu'on prend la composante connexe de l'identité. Donc si on regarde SO de 1, 3, il a deux composantes connexes, celui qui comporte l'identité et celle qui comporte l'inversion du temps, de la flèche du temps. Et donc évidemment, comme on veut préserver la flèche du temps, on doit prendre la composante connexe qui comporte l'identité. OK. Donc maintenant, on va essayer de voir que l'équation de Dirac, comme on l'a écrite, est invariante par changement par les transformations donc de Lorentz, donc par SOO 1, 3. Je vais m'écrire quelque part. Excuse-moi, mais je suis perdu dans les temps. Puisque tu as écrit une équation de Schrödinger dans laquelle tu as un T. Et, oui. Et dans la partie Dirac, tu as 80 et un peu dans l'opérateur de Dirac. Alors, il y a donc l'opérateur. Quand tu parles de la causalité, c'est pour la variable 1 de l'opérateur. Oui, c'est pour la variable 0. Ouais. Oui, c'est pour la variable 0. Et cette équation de Schrödinger a toutes les propriétés d'invariance qu'il faut. Bah, je vais détailler en fait. Bon, ok. Mais donc je vais appliquer une transformation. Donc là que j'ai écrit L et puis juste voir en fait ce que ça change dans l'équation. Bon, ok, il y a un truc que je comprends pas. Mais non, mais je veux bien passer plus de temps, il n'y a pas de problème. Continue, je vais comprendre. Alors, donc, si jamais on fait le changement de variable, donc, ce qu'on voudrait faire, c'est transformer x en x', donc, qui est défini par x' en notation covariante, par LAB xB, où L, ça appartient à SOO 3. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je vais poser U', je vais le définir comme U' de x' qui vaut U de x. Et puis, je vais essayer de voir si satisfait l'équation de Dirac. OK, alors si je regarde M
U' rond L. Bon, c'est juste MU. Et donc, comme U satisfait l'équation de Dirac, c'est I gamma mu d mu U. Et ce que je peux encore réécrire comme I gamma mu d mu de U' rond L. OK. Bah, ça, c'est juste, OK, je vais vraiment plein de temps. Donc, ça fait I gamma mu donc de dx' mu sur dx nu fois d mu U' le tout rond. Et lui, bah, c'est rien d'autre que I gamma mu. Ah oui, j'ai mis A. Bon. Donc ça, c'est juste L mu mu. Et puis ensuite, je récupère d mu U' rond. Donc ça, je peux encore le réécrire comme étant I gamma prime nu L mu d nu U' L. Et donc j'ai U' qui ne satisfait pas exactement Dirac, mais il le satisfait avec ses gamma primes. Alors on va voir ce que ça change. Donc les gamma primes, si on regarde leur relation d'anticommutation, j'ai écrit comment mon truc? Donc ça, je peux les exprimer en fonction de L et puis des gamma standards. Donc je vais récupérer donc L, disons nu sigma, gamma sigma, et puis ensuite L nu rho gamma rho. OK? Donc je peux sortir les L. Ensuite j'ai gamma sigma, gamma rho. Et ça, c'est L mu rho. OK? Ça, on a dit que c'était 2 états sigma rho. Donc je récupère 2 L nu sigma, état sigma rho, L mu rho. Maintenant, j'utilise le fait que L est dans O13. Et ça me dit tout simplement que ce truc-là, c'est exactement égal à 2 états nu. Et donc je récupère que les gamma primes satisfont exactement les mêmes relations d'anticommutation que les gamma. Mais ce qu'on sait, c'est que ce sont des relations d'anticommutation canoniques, et ce qu'on sait bien de ça, c'est que ça nous dit qu'il existe une transformation U de L qui est une matrice unitaire de C4, telle que quel que soit mu, on a, à un changement de base près, on a gamma prime qui est égal à gamma. Donc quel que soit mu, on a, que je ne me trompe pas, gamma prime mu qui est égal à U de L étoile, gamma mu U de L. Maintenant, je peux je peux remettre ces gamma primes à l'intérieur de mon équation. Et donc ici, je récupère que ça fait I U de L étoile fois gamma nu fois U de L. Donc si jamais je fais passer le U de L de l'autre côté, je vais récupérer que grand U de L fois U' satisfait bien l'équation de Dirac. Donc en d'autres termes, alors U c'est en fait un morphisme de groupe qui est complètement explicite, donc qui va de SO0 de 1,3 dans les matrices unitaires de C4. Et donc ça nous dit que si jamais U résout, le fait que U résolve l'équation de Dirac, c'est équivalent au fait que donc U de L, U' résout aussi l'équation de Dirac. Donc si jamais on fait un changement de référentiel, enfin en tout cas une transformation de Lorentz, donc si on fait un changement de référentiel qui est donné par L, ça veut dire qu'il faut, il faut à U de L près, mais ça veut juste dire changer la base de C4, ce qui finalement est pourquoi on prendrait une base de C4 privilégiée. Donc si jamais en changeant la base à un changement de base de C4 près, qui est un changement de base orthonormé, on va récupérer
on va récupérer l'équation de Dirac, une fois de plus. Est-ce que ça répond à la question? Oui, c'est moi qui étais perdu dans j'ai pas l'habitude de l'avoir écrite comme ça, et donc je me Ok, d'accord. C'est de ma faute. Ok. Non, mais j'aime bien l'écrire comme ça, parce qu'après, ça va plus vite pour écrire ça. Mais bon... Ok, et donc juste une dernière chose, c'est que U est complètement explicite, elle est donnée, donc si vous savez comment est engendrée SO0 1,3 par les elle est complètement décrite par son action sur les rotations et les boosts. Ok, donc juste je rappelle que si jamais on met l'équation au carré, on va récupérer l'équation des ondes si jamais m est nulle, et on va récupérer l'équation de Klein-Gordon si m est non nulle, donc c'est juste dt carré plus m au carré moins le Laplacien sur R3 qui est nul. Donc les conséquences de ça, c'est qu'on a des estimés de dispersion, soit des estimés de Strickart, soit des estimés de, je ne sais pas comment dire local smoothing en français. Bon, de toute façon, ça ne smooth rien du tout. Donc on va récupérer des estimés de Strickart ou des estimés de Moravec directement en appliquant ce qu'on sait sur Klein-Gordon ou sur les ondes. Et on pourra en déduire ensuite on va pouvoir résoudre les problèmes semi-linéaires, au moins localement en temps, en exploitant ces estimés de dispersion. Alors, juste la grosse différence avec Klein-Gordon ou avec les ondes, c'est que l'équation de Dirac n'est pas radiale, ce qui pose des problèmes, en particulier pour atteindre les points finaux dans les estimés de Strickart. Oui. Donc maintenant, je vais parler de l'équation de Dirac en espace-temps courbe. Donc c'est un modèle qui vient de la théorie quantique des champs, donc de façon plus générale, donc en espace-temps courbe, et qui a été introduit comme une bonne approximation en énergie basse des ondes gravitationnelles et en même temps de la théorie des cordes. Donc c'est pour ça qu'elle intéresse les physiciens. Et donc maintenant, si je regarde l'équation de Dirac, elle s'écrit en fait essentiellement de la même façon qu'avant, c'est-à-dire I gamma mu des mu U égale mu, sauf que maintenant tout a changé. Alors, sauf m. M, c'est toujours un paramètre réel qui est la masse de l'électron. U, maintenant, c'est une fonction qui va partir d'une variété lorentzienne, donc sa métrique a pour signature 1, 3. Alors, on demande quelque chose d'autre à la variété, c'est qu'elle a une structure de spin. Alors, c'est une propriété qui est pas, si je comprends bien ce que me disent mes collègues, c'est une propriété qui est pas géométrique, mais qui est topologique, donc qui dit quelque chose à propos du groupe d'homologie de M. En fait, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser le formalisme de Cartan et donc de définir l'équation. Donc, ça donnera, c'est l'hypothèse qui permet de donner un sens à certaines quantités que je vais introduire. Okay. Donc maintenant, ce qu'on demande au gamma mu, c'est de satisfaire d'autres relations d'anticommutation. Alors tout à l'heure, les gamma mu et les gamma nu devaient satisfaire que c'était égal à 2 états minutes, donc qui était la métrique de la variété dans laquelle on était. Donc là, on va juste remplacer la métrique état par la métrique G, qui est celle qui est sous-jacente à notre problème. Donc ce grand d mu, il a aussi une signification, et c'est ce qui s'appelle la dérivée covariante pour les spinors de Dirac. Donc un spinor, juste comme j'ai oublié de le dire, c'est ce vecteur de C4, donc ce U, qui est la solution de notre équation, et qui change où on a ce groupe, ce morphisme de groupe grand U, qui dit que quand on change de référentiel, on change la base de C4 comme U. Alors juste pour définir mieux la dérivée covariante. Donc la dérivée covariante, elle est définie exactement dans la même idée qu'on définit les dérivées covariantes en géométrie en général pour les vecteurs, ou les tenseurs, c'est-à-dire qu'elle doit satisfaire la règle de Leibniz avec les autres dérivées covariantes. Et elle doit être évidemment compatible avec les changements de variables ou les changements de choix de base pour l'espace tangent. Celle qu'on regarde pour les spinors, elle s'écrit de la façon suivante. Donc d mu est le petit d mu, donc qui est juste la dérivée partielle par rapport à la variable mu. Et ensuite, elle s'écrit I oméga mu AB sigma AB. Donc il y a ce terme en plus qui a deux facteurs, sigma AB et oméga mu AB.
Oméga mu AB, je vais revenir tout de suite après dessus, c'est un facteur qui est purement géométrique. Et sigma AB, c'est un facteur qui est purement algébrique. En fait, sigma AB, ils sont les générateurs de la transformée U. Donc, on est dans donc si on se souvient, on a donc ce SOO13. Donc, lui, c'est un groupe de Lie qui est connexe. Donc, en fait, pour définir U, il suffit de le définir au premier ordre. Et c'est ce à quoi servent les sigma AB. Donc, qui nous disent que U de l'identité plus un petit truc est décrit comme l'identité plus I epsilon AB sigma AB. Donc, c'est les générateurs de cette transformation donc, au premier ordre. Donc, sigma AB sont ceux qui définissent U. U, c'est toujours le même qu'avant, puisqu'on a les AB. Et donc, maintenant, on a ce oméga mu. Alors, oméga mu s'appelle aussi la connexion de spin. Et donc, elle est définie grâce au formalisme de Cartan. Donc, c'est là où on utilise l'hypothèse que la variété a une structure de spin. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'on soit capable, en fait, de prendre un champ de matrice, donc qu'on appelle un Vierbein ou une tétrade, qui vérifie la chose suivante. Donc, elle doit vérifier ces conditions, c'est-à-dire que E mu A état AB, E nu B, c'est égal à G mu nu, ou de façon équivalente si on descend et qu'on monte les indices. En fait, ce que permet de faire ce champ de matrice est de passer de l'espace tangent pour la métrique, pour la variété, à l'espace de Minkowski. Il fait la connexion entre les deux. Et la connexion de spin donc, va inclure la notion de spin à l'intérieur. Donc en fait, elle est complètement définie par le fait qu'elle doit satisfaire la règle de Leibniz. Le fait que la dérivée covariante doit satisfaire la règle de Leibniz. Donc ça s'applique aussi à oméga. Et donc ici, en l'occurrence, elle s'écrit de la façon suivante. C'est la dérivée extérieure de EA, c'est oméga AB, produit extérieur avec EB, où EA, donc c'est la forme E mu A dx mu, et oméga AB, c'est la forme oméga mu AB dx mu. Donc ça permet de la définir intégralement. Elle a une formulation explicite en fonction des Vierbein. Alors le fait de donner cette notion de Vierbein, ça permet aussi de définir les oméga mu, donc les gamma mu, pardon. Donc les gamma mu, on les définit simplement en étant E mu A gamma A. Et si on fait ça, comme on a cette condition sur les Vierbein de devoir connecter la variété avec l'espace de Minkowski, on va bien vérifier que l'anticommutateur de gamma mu et gamma nu est égal à la métrique. Okay. Donc, une des choses importantes, c'est que cette équation, elle est invariante sous l'action des transformées de Lorentz, des transformées de Lorentz locales, c'est-à-dire sous l'action des transformées qui sont dans SOO13, mais localement. Bien sûr, c'est toujours on doit toujours être capable de changer de base avec notre grand U de L qui est sous-jacent à l'équation depuis le début. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je vais changer, donc mon Vierbein E n'est pas défini de façon unique par l'équation que j'ai donnée, on doit juste être capable d'en trouver un. Donc si jamais celui-là change par une transformée de Lorentz locale L, alors notre spinner va juste satisfaire exactement, donc ça va changer évidemment la dérivée covariante. Notre spinner va satisfaire toujours l'équation de Dirac, mais à condition de changer localement la base comme U de L. Alors, juste pour voir qu'effectivement, il n'y a pas de problème à changer E. Donc pour l'instant, E, on l'a juste défini en disant qu'il devait satisfaire ça, mais c'est cette relation donc, qui est à la troisième ligne, mais qui les définit pas de façon unique. Donc en particulier, si jamais j'écris E',
mu A qui est égal à LAB E mu A, E mu B, pardon. Donc on peut vérifier qu'ils satisfont exactement la même chose. Donc si je regarde E mu prime A fois état AB fois E mu prime B. Donc lui, il s'écrit simplement LAC E mu C. Et lui, il s'écrit simplement LB, c'est ça, LBD E mu D. Bien. Donc une fois de plus, je vais sortir les E. Donc ça va faire E mu C fois LAC état AB fois LBD fois E mu D. Ok, mais L est toujours dans O13, au moins localement. Du coup, ce truc-là est juste égal à état CD. Donc on récupère E mu C état CD fois E mu D. Et comme E est déjà un Vierbein, celui-là donne exactement G mu. Et on récupère bien que E' mu est bien un Vierbein aussi pour l'équation. Donc on peut changer ce Vierbein qui correspond en fait à changer de base pour l'espace tangent. Ok. Donc c'est ce qu'on veut dire quand on veut dire que l'équation est covariante, c'est qu'elle est invariante sous l'action des transformées de Lorentz locales, mais il faut pouvoir changer de base de la même façon que dans le cas plat, au moins localement. Ok, donc maintenant on va passer à quelque chose de plus concret, c'est-à-dire à donner l'équation de Dirac sur les variétés à symétrie sphérique. Donc on va faire quelques hypothèses de plus sur G. Donc la première, qui à mon avis n'est pas complètement nécessaire, c'est de découpler le temps et l'espace, et donc d'écrire G au moins dans un jeu de variables, comme 1 pour le temps, et puis moins H pour l'espace, où H est... donc le 1, il est juste 1,1, et le moins H, il est 3,3, où H est une métrique riemannienne. Donc on va demander aussi que H soit à symétrie sphérique, c'est-à-dire qu'on peut au moins trouver un jeu de coordonnées, dont une est la coordonnée radiale et l'autre est la coordonnée angulaire. Donc R est la coordonnée radiale et θ phi, bien sûr, sont les coordonnées angulaires. Donc elle charge 1 sur R, et elle charge phi carré sur θ et phi carré sinus carré sur θ. Donc, il va falloir faire des hypothèses sur phi, bien sûr. Et juste pour écrire la métrique, pour qu'on soit tous d'accord, donc elle est donnée par... du coup, dr au carré dr au carré plus r au carré plus phi de r au carré fois dθ carré plus phi carré de r sinus carré θ fois d phi carré. Donc, en particulier, si jamais je mets phi qui est égal à r, on retrouve juste la métrique plate, mais en coordonnées sphériques. C'est ce qui s'appelle un produit tordu. Donc c'est une occurrence spéciale d'un produit tordu. Et donc un choix utile pour faire les calculs, c'est de prendre juste le Vierbein qui va être complètement diagonal. C'est-à-dire qu'on va mettre sur la diagonale 1, donc il va connecter 1 avec la première variable dans l'espace euclidien. Et puis il va connecter θ avec phi de r et connecter phi avec phi de r sinus θ. L'équation prend une forme beaucoup plus simple si on la met dans cette... si on la met sous... si on suppose que la variété à symétrie sphérique. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire comme IDT psi égale égale H psi, avec H qui s'écrit par bloc de la façon suivante. Donc on a M, donc c'est des blocs de 2. On a M et moins M sur la diagonale, et sur l'antidiagonale, on a le même opérateur A, donc qui est donné par la chose suivante. Donc on a moins I sigma 1, quelque chose qui dépend que de R. Les sigmas sont toujours les matrices de Pauli. Et ensuite, on a 1 sur phi fois quelque chose qui dépend que des variables angulaires.
Et en fait, A, c'est presque l'équation, enfin, pas A, mais juste celui-là. À peu de choses près, c'est juste l'équation de Dirac, mais sur la sphère S2. Il faut juste changer les rôles. Normalement, j'ai oublié un sigma. Donc, ah non, j'ai pas oublié de sigma. Donc il faut juste échanger les rôles. Normalement, c'est sigma 2 qui est sigma 1 et sigma 3 qui est sigma 2 pour retrouver l'équation sur la sphère. Bon. Ok, du coup, on s'imagine qu'on sait déjà faire beaucoup de choses parce que dans la littérature physique, par exemple, l'opérateur de Dirac sur la sphère est complètement diagonalisé et on connaît ses vecteurs propres. Ok, donc je vais rapidement faire des hypothèses sur la géométrie qui sous-tend phi. Ok. Alors, d'une façon générale, phi doit être une fonction qui est très régulière, donc c'est infini. On va demander à ce que phi en 0 va être 0, mais que phi soit strictement positive sur 0 plus l'infini. Et on va aussi demander à ce que la courbure scalaire soit bornée. Elle peut être négative, mais elle doit être bornée. Donc on demande à ce que l'infini se comporte pas trop mal, c'est-à-dire que 1 sur phi doit être borné en plus l'infini, enfin en 0, évidemment. Et que phi' sur phi est aussi borné. Et en 0, on doit vraiment regarder quelque chose qui est presque plat, c'est-à-dire que si je prends les dérivées impaires, je dois trouver, les dérivées paires, je dois trouver 0, donc en particulier phi de 0 égale à 0. Et la première dérivée impaire doit être égale à 1, donc elle doit se comporter à peu près comme R. Mais en fait, ça couvre quand même pas mal de choses. En particulier, ça marche pour l'espace hyperbolique, parce que l'espace hyperbolique consiste à prendre phi de R qui est égal au sinus hyperbolique de R. Donc en 0, il n'y a pas de problème. Les hypothèses en plus l'infini sont vérifiées aussi. Et du coup, ça marche. Okay. C'est bien, c'est infini, tout va bien. Alors, il y a bien une courbure négative, mais une fois de plus, elle est bornée puisqu'elle est constante. Alors maintenant... Quand tu mets les dérivées paires sont nulles, la dérivée 0, c'est-à-dire la valeur de phi en 0. Oui, la valeur de phi en 0 devrait être 0, oui. D'accord, donc il y a une dégénérescence géométrique. En fait, non, parce que c'est comme R. Non, c'est comme R au carré, comme l'espace plat. Donc il n'y a pas de trou. C'est un truc qui est géodésiquement complet, il n'y a vraiment pas de problème. En particulier, il n'y a pas de problème avec le caractère auto-adjoint de l'équation, enfin, de l'opérateur de Dirac. Ok. Oui, c'est de la page. Oui, on est en regard, d'accord. Du point de vue physique, tu donnais des motivations. Je ne parle pas de la théorie des cordes, je n'y comprends rien. Et quand tu parlais de QFT, c'est une variété lorentzienne quelconque qui sort en physique ou elles ont des propriétés très particulières? Alors, pour l'instant, les livres que j'ai lus sont quand même assez génériques. Ils ont tendance à définir ça pour à peu près toutes les variétés. Par contre, quand on regarde la littérature qui existe sur l'équation de Dirac en particulier, les trucs qui ressortent le plus sont l'étude de l'équation de Dirac sur la sphère en dimension quelconque et sur l'espace hyperbolique. Sur l'espace hyperbolique. Donc non, c'était juste en référence au fait que, aux hypothèses que tu fais, ça couvre les cas les plus regardés. Oui, c'est ça. Alors, l'équation au carré. Alors, elle est presque l'équation des ondes, de l'équation de Klein-Gordon, mais pas tout à fait. Donc, il y a toujours le dt au carré. C'est parce que le temps et l'espace sont bien découplés, et c'est aussi vrai pour l'équation de Dirac. Il y a toujours le terme de masse. Ensuite, le Laplacien est changé par ce dj. On a besoin d'utiliser les dérivées covariantes. Donc, c'est une équation qui est vectorielle et pas scalaire, a priori en tout cas. Et il reste aussi un terme de courbure. Donc là, comme on a découplé le temps et l'espace, c'est juste la courbure de h, donc un quart de la courbure de h. Donc il y a le droit d'être négative, mais elle doit être bornée. Et alors, ça nous dit quand même, le fait de mettre cette équation au carré, ça nous dit quand même plusieurs choses. Ça nous dit que l'équation
Alors, ça ne dit pas ça, mais en fait, l'opérateur de Dirac, lui, il est tout à fait auto-adjoint, donc il n'y a pas de problème avec l'équation linéaire. Et surtout, l'équation, elle est bien posée dans les HS pour les S entre 0 et 2 sans difficulté. Bon, j'imagine pour les S supérieurs aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, bref. Donc, en tout cas, on sait qu'on peut au moins faire des équations sur une partie des choses. Ah oui, je voulais juste dire les HS, comment ils sont définis. Oui, alors pour définir les HS, donc dans ce cas-là, ça ne change pas grand-chose, mais en général, il vaut mieux utiliser les dérivées covariantes directement que les dérivées usuelles, même si globalement c'est la même chose. C'est plus pratique. OK. Donc, je vais commencer à énoncer les résultats. Donc d'abord, les estimées de Strickart qui sont locales. Donc pour ça, j'ai besoin d'un espace de Sobolev particulier où on va prendre A dérivée radiale, ensuite prendre la norme L2, et puis on va rajouter B dérivée angulaire et prendre le tout dans L2 de la variété. Donc quand j'écris HAB, c'est vraiment L2 dans la variété, donc avec la géométrie qui est prise en compte. Et donc les dérivées radiales, bon d'accord, c'est pas trop difficile à prendre. Et puis pour B, en fait, on va voir qu'on peut tout découper en harmonique sphérique, donc il n'y a pas de problème pour prendre les dérivées angulaires. OK. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc le théorème est le suivant. Donc il y a deux cas, le cas générique et puis le cas où la masse est non nulle. Bon, il y a ces hypothèses qui sont un peu lourdes, donc, qui demandent donc P va être la norme LP en temps et Q va être la norme LQ en espace. Donc on demande à ce que P soit strictement supérieur à 2. Bon, je vais en discuter tout à l'heure, c'est pas très étonnant. Donc il y a toutes ces inégalités, donc il y a l'inégalité de 1 sur P plus 1 sur Q qui est égale à 1,5, donc qui est classique, B qui est strictement supérieur à 4P, et donc c'est estimé qu'on demande qui vont demander quelque chose à la régularité A et B, donc 2 sur P fois 1 sur A plus 1 sur B qui est strictement inférieur à 1. Et dans le cas M non nul, on peut faire un petit peu mieux. Donc on a des inégalités larges. On a l'inégalité 2 sur P plus 3 sur Q qui est égale à 3,5, etc. Donc et donc dans ces cas-là, si on fait ces hypothèses, on va récupérer des estimés de Strickart local en temps. J'expliquerai pourquoi on n'a que local en temps. Qui vont nous dire qu'à un poids près, qui peut être plutôt intéressant, donc à ce poids phi de R sur R près, donc on a la norme de psi, donc qui est la solution de l'équation de Dirac, dans LP et LQ, donc LP en temps, LQ dans la variété, qui est inférieure à la norme de psi 0 de la donnée initiale dans HAB, donc on a pris A dérivée angulaire et B. Dérivée radiale et B dérivée angulaire. Donc, juste pour faire un commentaire, pourquoi il y a ces hypothèses qui sont tellement différentes, c'est que dans le cas où M est quelconque, on n'a pas donc pour les estimés de Strickart dans l'espace plat, on n'a pas pour Dirac, on n'a pas le point final, donc ce qui ne permet pas de prendre P égale 2 par exemple, et ce qui force à avoir des inégalités strictes partout. Par contre, on l'a dans le cas M est différent de 0, et c'est ça qui fait qu'on a deux jeux d'hypothèses différentes. Globalement, c'est les estimés de Strickart auxquels on peut s'attendre. OK. Donc, les idées de la preuve sont les suivantes. Donc, on va essayer de découper sur les harmoniques sphériques en utilisant la théorie de Littlewood-Paley, mais sur la sphère. Donc on va utiliser ce qui s'appelle la décomposition en ondes partielles donc de l'équation de Dirac que je vais expliquer tout à l'heure. On va utiliser une méthode où on va multiplier l'équation par un certain facteur pour récupérer presque l'équation de Dirac en espace plat. Et puis on va exploiter déjà ce qu'on connaît, c'est-à-dire les estimés de Dirac en espace plat. Donc en gros, le programme est utiliser la décomposition, enfin écrire l'équation en dérivée partielle d'onde, décomposée en onde partielle, appliquer un multiplicateur pour se ramener à des estimés de Strickart dans l'espace plat avec un potentiel, et ensuite appliquer ces estimés de Strickart dans l'espace plat qu'on connaît déjà.
Ok, donc pour le caractère localement bien posé, donc on demande encore des... Donc je vais commenter ces régularités qu'on demande. Donc on demande des hypothèses sur la régularité en la donnée radiale et en la donnée angulaire. Alors oui, alors tout à l'heure j'avais juste ce poids, la phi de R sur R, donc je vais faire l'hypothèse que c'est plutôt un cadeau. C'est-à-dire qu'on n'a que l'infimum de phi de R sur R est strictement positif. Donc ce qui marche avec la variété hyperbolique. Et donc là, ici, R, donc le deuxième R, c'est l'ordre de ma... Enfin, R plus 1, c'est l'ordre de ma non-linéarité. Donc on est en train de regarder le problème de Cauchy, donc pour l'équation de Dirac, donc semi-linéaire. Donc j'ai mis donc, le produit dans C4 de bêta UU, parce que c'est assez usuel, mais on aurait pu mettre à peu près n'importe quoi qui se comporte comme U à la puissance R plus 1. Et donc on regarde le problème de Cauchy avec pour donnée initiale de U0 dans HAB, et puis donc, on a que le fait que ce soit localement bien posé, dans le sens où si U0 est dans HAB, il existe une unique solution qui est continue en temps à valeur dans HAB avec un temps d'existence qui dépend de la norme HAB de la donnée initiale, et que le flot qu'on a défini est continu dans la donnée initiale. Donc avec ces hypothèses de régularité sur A et B que je vais commenter tout de suite. Donc l'hypothèse sur B n'est pas géniale parce qu'elle nous met au-delà du seuil de Sobolev. Elle nous met au-delà de 3,5. Bon. Par contre, si on se donne toutes les libertés qu'on veut sur B, on peut prendre A aussi proche qu'on veut de la régularité critique. Donc on peut prendre A, donc qui sont les dérivées radiales, aussi proches qu'on veut de la régularité critique, donc qui est donnée par SC égale 3,5 moins 1 sur R'. Alors, et la régularité critique, c'est la régularité critique dans le cas plat. Ici, on est dans une variété, donc a priori, ça ne scale pas. Bon. Donc, par exemple, si jamais on se donne des données radiales, on va avoir... Donc, notre solution ne va pas être radiale, mais en tout cas, on aura on sera localement bien posé pour des données dans HA avec A, on doit juste lui demander d'être strictement supérieur à la régularité critique. Donc en particulier, donc le modèle de Solaire qui correspond à se mettre dans les premières, dans les premiers nombres quantiques, donc je vais expliquer après, est bien posé. Donc c'est un modèle où la non-linéarité est d'ordre 2, d'ordre 3, pardon, et elle est bien posée dans HA pour tous les A supérieurs à 1, donc qui est bien la régularité critique. Donc la preuve utilise les éléments classiques de la preuve pour avoir Dirac bien posé, Dirac semi-linéaire bien posé. On a juste fait un petit peu d'interpolation parce qu'on avait nos estimés de Strichardt entre LP et LQ, et pas de dérivés à l'intérieur. Et puis évidemment, on a utilisé nos estimés de Strichardt en espace courbe qu'on avait. Donc une bibliographie très partielle. Donc, pour l'équation de Dirac, donc, le livre de référence et le livre de tout à l'heure. Donc pour la théorie quantique des champs, on a utilisé le livre de Parker et Thoms. Donc pour réussir à faire la décomposition en nombres partiels, on a utilisé en fait les papiers d'Abrikosov, et évidemment on a fait le lien avec la décomposition qui existe dans le livre de tout à l'heure pour l'espace plat. Donc pour les estimés de Strichardt, ok, je ne dis rien parce qu'il y en a plein, mais en fait ce qu'on a utilisé principalement le fait de multiplier l'équation par un facteur qui est présent dans un papier de Banica et Dukertz, qui est sur l'équation de Schrödinger en espace courbe, et qui a été ensuite utilisé par d'Ancona et Zhang pour les wave maps. Pour la théorie de Littlewood-Paley, on s'est référé au livre de Dayak Zhu. Et donc pour les modèles non linéaires, il y a une littérature conséquente, mais bon, je vais au moins citer le premier papier d'Escobedo et Vega, et puis plus récemment le papier de Bejinaru et Hare dans le cas critique, puis à peu près en même temps le papier de Bournavé et Sekhandi,
puis ensuite de Candiaer en relaxant les hypothèses, et pour le modèle de Solaire, un papier de Federico. Ok, donc je vais essayer de faire comprendre pourquoi on peut faire marcher les estimés de Strickart en expliquant la décomposition d'ondes partielles. Donc notre équation, elle s'écrivait I dt psi égale h phi psi. On avait écrit h phi comme ça. Donc il y avait m et moins m sur la diagonale, et sur l'antidiagonale, le même opérateur A. Donc il y avait une partie qui était complètement radiale, donc qui était I sigma 1 fois dr plus phi prime sur phi, et une partie qui était 1 sur phi fois un truc complètement angulaire. Et en fait, cette chose complètement angulaire, on sait la diagonaliser. Donc, une fois de plus, en échangeant le rôle des matrices de Pauli, mais ça ne change rien. Ça revient juste à faire un changement de base dans C4. Donc, on sait complètement diagonaliser cet opérateur. Et du coup, on peut réécrire l'équation de façon assez agréable. Donc voilà ce que ça nous dit. Donc la décomposition de l'onde partielle nous dit la chose suivante, c'est qu'on peut réécrire L2, les fonctions de L2 de S2 de la forme suivante. Donc, donc elles sont décomposées de façon orthogonale dans des HJ, MJ, KJ, où J, c'est un demi-entier, M, positif, M, c'est un demi-entier qui est compris entre moins J et J, et KJ, c'est plus ou moins J plus un demi, qui correspond en fait aux valeurs propres de l'opérateur de Dirac sur la sphère. Ok, bon, c'est horrible cette notation, mais ce qui se passe, c'est que, au moins ce qu'on sait, c'est que si on regarde les harmoniques sphériques de degré n, je peux au moins les inclure dans quelque chose dans les H, où J va juste se balader, va juste être n moins 1,5 ou n plus 1,5, et les MJ, KJ se baladent en fonction du J normalement. Une chose que je n'ai pas dit, c'est HJ, MJ, KJ est juste de dimension 2. Et puis du coup, on peut réécrire l'opérateur de Dirac donc sous cette forme qui n'est pas du tout explicite, mais que je vais détailler tout de suite. Mais où à la fin, ce à quoi on va juste s'intéresser, c'est ces opérateurs-là, qui sont pas si difficiles que ça. Donc, où on a, donc ils sont de 2, et on a m moins m sur la diagonale. On a le kj qui vient de la décomposition sur phi, et puis sinon on a dr plus phi prime sur phi. Alors, juste pour expliquer, ma notation h phi égale ce produit tensoriel qui à peu près veut rien dire. Je vais essayer d'expliquer ce qu'il veut dire plus sérieusement. Donc j'ai cette décomposition de L2 de S2. Donc si jamais j'ai U qui est une solution de mon équation de Dirac, c'est-à-dire que je vais pouvoir écrire U comme la somme sur les J, MJ, KJ. Donc j'ai dit les AJ, les grands H, J, MJ, KJ sont de dimension 2. Donc ils ont une base qui est juste de vecteurs. Et donc je vais décomposer U comme ça. Donc on va avoir U plus, donc J, MJ, KJ, qui dépend que de R, fois θ. Alors θ, c'est pas génial comme notation. Fois, disons, grand psi. Fois J, MJ, KJ. Plus, qui lui dépend que de la variable angulaire. Plus U moins, qui dépend que de R, fois un grand psi, moins de J, MJ, KJ, qui dépend que de la variable angulaire. OK. D'accord, donc là j'ai juste décomposé, et donc avec les psi plus et psi moins, qui sont une base orthonormée de grand H, J, MJ, KJ. Donc ça c'est juste U, et je veux voir comment H phi agit sur U.
Donc pour ça, je vais utiliser mon opérateur petit h, donc qui est juste sur la variable radiale. Et donc, je vais introduire V plus V moins, j'ai toujours mes indices. Qui est H fois U plus U moins. Ok. Et ben là, je vais pouvoir écrire comment H phi agit sur U. Donc je vais avoir juste H phi U, qui est la somme donc, sur les décompositions non partielles. JKJ. Donc de V+. Donc de V plus, psi plus V moins, psi moins. Que j'ai résumé à ce truc-là. Ok, donc ça me dit exactement comment agit l'opérateur de Dirac sur chacun des grands H. Ok. Alors, donc, en particulier, si je regarde ce qui se passe quand phi est égal à R, bah, je vais récupérer le petit HJ sur le petit H suivant. Je vais récupérer comme H, donc je l'appelle H tilde. Qui est juste M. Et donc j'ai dr plus 1 sur R, donc moins kj sur R. Ici, moins dr moins 1 sur R, moins kj sur R. Et ici, moins M. Alors cette décomposition, comme ça, dans l'espace plat, donc avec phi égale R, elle est présente déjà dans le livre de tout à l'heure, où tout est fait en expliquant effectivement à quoi correspondent les nombres J, Mj et Kj. Ok, donc ça, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est le truc valable dans l'espace plat. On a la même décomposition, mais avec ce H. On a juste introduit phi égale R. Ok. Donc maintenant, pour récupérer un truc valable, c'est on doit essayer de transformer notre opérateur H, que j'aurais dû laisser écrit, en cette espèce. On essaye de l'écrire presque comme cette H tilde qui est ici. Donc je remets H. Donc c'est. Non, mais de toute façon, je l'ai dans mes notes. Donc si jamais je regarde H, lui, il était avec le phi, donc j'avais H Kj, donc qui est égal à M dr plus phi prime sur phi moins Kj sur phi moins dr moins phi prime sur phi moins Kj sur phi et ici moins M. Okay. Donc je vais multiplier par ce sigma qui est juste égal à R sur phi et puis voir comment ça change mon équation. Donc évidemment, ça ne change pas les termes où il n'y a aucune dérivée. Donc si je veux regarder comment ça change mon équation, j'ai juste à regarder comment ça change dr plus phi prime sur phi. Donc si je regarde sigma moins 1 fois dr plus phi prime sur phi fois sigma, bah, je vais récupérer dr qui ne change pas, plus 1 sur phi, 1 sur sigma fois sigma prime, plus phi prime sur phi, qui ne change pas. Et si je fais le calcul, je vais récupérer que sigma prime sur sigma,
bah, c'est simplement 1 sur R moins phi' sur phi, qui va venir se compenser avec ce plus phi' sur phi, et donc je récupère exactement dr plus 1 sur R. Donc à la fin, si je change mon dr plus phi' sur phi, il se retrouve juste transformé en dr plus 1 sur R, ça veut dire que mon H devient H sigma, où j'ai juste changé mes dr plus phi' sur phi par dr plus 1 sur R. Et du coup, maintenant, à peu de choses près, c'est l'équation de Dirac en espace plat. En effet, parce que si je regarde maintenant mon H sigma, c'est juste finalement, c'est juste H tilde plus 1 sur R moins 1 sur phi fois Kj fois 0 à 1 0. Et donc, en d'autres termes, sur chaque décomposition, je vois que donc sigma 1, c'est 0, 1, 1, 0, c'est pour ça que j'ai mis là. Donc je vois que c'est l'équation de Dirac en espace plat, enfin l'opérateur de Dirac en espace plat, moins un potentiel, donc qui est comme Kj, hein, donc qui a le droit d'atteindre toutes les valeurs entières possibles, donc qui peut être très gros, mais qui est multiplié par la fonction 1 sur phi moins 1 sur R, qui elle est complètement, comme phi se comporte comme R en 0, qui est complètement lisse. Du coup, c'est ça qui nous permet de récupérer des estimés de Strickhardt, parce qu'on va juste, au moins sur chacun des grands H, on va juste faire appliquer les estimés de Strickhardt en espace plat avec un potentiel qui est très smooth. La difficulté, par contre, pour obtenir donc ça permet d'avoir des estimés de Strickhardt local. La difficulté pour avoir des estimés de Strickhardt global, c'est ce 1 sur R qui ne se comporte pas assez bien en plus l'infini. Donc si phi est très très proche de R aussi en plus l'infini, de façon à ce que 1 sur phi moins 1 sur R est petit, on va s'en sortir avec les techniques usuelles du genre estimé de Moravec. Mais sinon, ce truc-là, il scale comme l'équation de Dirac, et c'est ça qui pose un problème. Et bon, il y a beaucoup de littérature sur Dirac-Coulomb, et c'est lui qui nous empêche d'avoir des estimés de Strickhardt global. C'est pour ça qu'on n'a que des trucs locaux. Donc voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça nous donne la façon, donc ça nous permet d'avoir des estimés de Strickhardt local, donc sur chacun des grands H. Ensuite, en utilisant la théorie de Littlewood-Paley sur la sphère, on va récupérer des estimés de Strickhardt sur tout le monde, mais avec évidemment des paires de dérivées angulaires. Et donc ensuite, ça va nous donner de façon habituelle notre résultat de caractère bien posé local. Donc il y a maintenant deux problèmes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des estimés de Strickhardt global. Bon. Alors, donc, comme je disais, si on est asymptotiquement plat, on a un espoir que ça marche, mais il faut être à la fois asymétrie sphérique et asymptotiquement plat, ça commence à faire beaucoup. Et puis, est-ce que tu as une interprétation grossière de ce qui peut bloquer géométriquement la dispersion? A priori, non, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui bloque à part ce truc-là qui est dans le fait que il n'y a pas de scaling. Du coup, dès qu'on essaie de mettre des termes en plus, on a l'impression qu'on se retrouve avec ce terme en 1 sur R qui est gênant. Mais à part ça, c'est pas beaucoup, c'est pas très satisfaisant. Il n'y a pas non plus de preuve que ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, a priori, ça devrait être plutôt vrai parce qu'il n'y a pas d'obstruction. Les géodésiques sont complètes, donc elles s'envoient à plus l'infini, donc il devrait y avoir quelque chose. Donc il devrait y avoir une vraie dispersion. Pour l'instant, on ne sait pas faire grand-chose. Non, il n'y a pas d'obstruction géométrique. Il y a un des problèmes qui est... Alors, en fait, il y a un des problèmes majeurs qui est qu'on utilise cette décomposition d'ondes partielles et qu'en fait, on a ce Kj qui n'est pas borné.
Je pense que s'il était borné, ça serait déjà un peu mieux. On pourrait dire des choses. Donc, une des obstructions, en fait, c'est surtout que l'équation de Dirac n'est pas radiale, quoi. Bon, pour cette preuve. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le point final, bien sûr. Donc, on n'est pas démontré. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.